Professeur Ilan Grelsamer, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais en vous présentant tout à l'heure, je voudrais que nous parlions de deux sujets, mais avant tout que nous commencions par rendre hommage, ou en tout cas évoquer la mémoire de Zeev Sternhell, le professeur Zeev Sternhell, professeur d'histoire, de sciences politiques, un historien reconnu de l'Université hébraïque de Jérusalem, que vous avez vous-même bien connu. Qu'est-ce qui représentait pour vous Zeev Sternhell ? Eh bien, en effet, c'est une grande tristesse d'apprendre le décès à 85 ans de notre ami le professeur Zeev Sternhell, qui était l'un des plus grands historiens israéliens, un historien du fascisme, de l'idéologie fasciste et en particulier des racines du fascisme très italien, très Mussolini. Il s'est beaucoup intéressé au pré-fascisme français, c'est-à-dire des auteurs comme Georges Sorel, Maurice Barrès, sur lesquels il a fait sa thèse. Bref, sur tous ceux qui ont annoncé en quelque sorte la pensée fasciste. C'est un très grand historien, il était reconnu, comme vous l'avez mentionné, dans le monde entier, avec pas mal de controverses, c'est-à-dire des gens des historiens qui n'étaient pas d'accord avec ses analyses. Mais enfin, d'abord, c'est un grand historien, et ensuite, n'oublions pas que c'est un rescapé de la Shoah. Sa mère, sa sœur ont été assassinés par sa fille, et lui-même a fini par trouver refuge pendant quelques années en France, à Avignon, d'où le français qu'il parlait couramment et qu'il écrivait couramment, un français toujours quand il parlait un peu teinté d'accent provençal. Et après ça, il a fait tout jeune son alia et a continué dans la voie académique. Il a fait son doctorat à Paris, à Sciences Po Paris, et est devenu, comme je disais, un très grand historien. Mais, mis à part ça, c'était un intellectuel engagé à gauche, qui n'a cessé de dénoncer l'occupation et les méfaits des colons en Cisjordanie, et qui est mort quelques temps avant toute cette histoire d'annexion des territoires occupés. Et il faut dire que, aussi bien dans les colonnes du journal Haaretz que même dans la rue, en manifestant, il était vraiment une des figures emblématiques de la gauche israélienne pendant de nombreuses années. Et donc, il va manquer à ce camp dont je fais partie, qui est celui qu'on a l'habitude d'appeler le camp de la paix. Alors justement parce que effectivement vous disiez qu'il était que toutes ces positions concernant le fascisme en Europe, ou en tout cas son dossier de prédilection n'était pas partagé, mais même sur le plan politique en Israël, eh bien il n'avait pas peur, on va dire, de susciter le débat, de provoquer le débat avec des déclarations qui étaient, il faut bien l'avouer, parfois assez surprenantes, lorsqu'il a appelé par exemple les blindés à monter sur l'implantation d'Ofra, ou lorsqu'il a donné d'une certaine manière suggéré au mouvement palestinien de commettre des attentats à l'intérieur des territoires contre des cibles israéliennes et pas dans l'ensemble du territoire israélien, sont quand même des déclarations qui peuvent paraître étonnantes, surtout d'un homme qui se porte comme un homme de paix et un pacifiste. En ce qui me concerne, je ne pense pas que ces déclarations soient du tout étonnantes, dans la mesure où il appartient à ce groupe d'intellectuels israéliens qui considèrent ce qui se passe dans les territoires de la part des colons juifs comme du fascisme. Dès le moment où c'était sa position, à savoir qu'il faut avant tout dénoncer ces méfaits, c'était sa position politique, et vous savez comme moi que l'opinion israélienne est très partagée sur ces questions. De la même façon qu'à droite, on trouve des déclarations surprenantes et surtout un manque d'action quant aux méfaits des colons dans les territoires, ces colons qui attaquent des Palestiniens, même physiquement, la semaine dernière, qui arrachent des oliviers dans les plantations des Palestiniens. Dès le moment où on a cette position de Sternhell,
à savoir qu'il faut, pour l'avenir d'Israël et pour le sionisme et pour le caractère juif et démocratique d'Israël, dénoncer ces méfaits, je ne pense pas alors, que ça justifie ce genre de déclaration parce que souvent on parle d'incitation. Ça justifie. Je ne dis pas que ça justifie. On parle souvent d'incitation de la part de la droite israélienne. Non, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Quand est-ce que c'est la dernière d'incitation de la droite israélienne, mais parfois il y a de l'incitation du côté de la gauche aussi, non? Non, pas du tout. Ne faites pas une symétrie qui n'existe pas. Aujourd'hui, la gauche israélienne est pratiquement inexistante. Disons-le ça c'est une autre histoire. Non, elle est inexistante, donc elle ne fait pas de déclaration particulièrement grave. Par contre, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez vu mettre en procès des colons des territoires de Cisjordanie pour les méfaits qu'ils font? Je ne me rappelle pas. Il y a eu l'affaire Douma. Il ne faut pas faire de symétrie là-dessus. Je ne dis pas que la gauche israélienne a toujours raison, certainement pas, mais à l'heure actuelle, l'incitation vient plutôt de tous ces gens type Ben Gvir et autres consorts. Vous ne pensez pas qu'il y a une forme de frustration de la part d'hommes comme Zeev Sternel, qui était effectivement au cœur de l'action, on va dire, pendant les premières années de l'État d'Israël, mais qui, à partir de 77, à partir de ce que l'on appelait le bouleversement politique, l'arrivée de Begin au pouvoir, se sont sentis mis de côté, on va dire, du centre, on va dire, des décisions, qui se sont sentis un peu écartés et qui ont eu le besoin d'exprimer, on va dire, leur message à travers un mouvement comme le mouvement de la paix maintenant, dont il était l'un des fondateurs. Il n'y a pas une forme de frustration qui se traduit qui se concrétise dans une forme d'expression très radicale comme de la part de Zeev Sternel? Vous ne pensez pas? Je pense qu'il a été très stable et continu dans ses déclarations. Il a toujours dit, premièrement, qu'il était un sioniste convaincu. C'est la première chose. Deuxièmement, il était officier aussi de l'armée. Il était officier de l'armée israélienne. Bien sûr, il était très engagé. D'ailleurs, même, il a fait ses milléniums. Il était dans une unité combattante. Et donc, l'image même de Sternel ne permet pas à des gens de droite de dire, regardez, ce sont des antisionistes, ce sont des gens qui disent des médisants sur l'armée, etc. Pas du tout. Sternel était vraiment sioniste et engagé, et il avait très peur pour l'avenir juif et démocratique d'Israël. Regardez, s'il y a cette annexion des territoires de Cisjordanie et qu'on veut rester un pays démocratique, il n'y aura plus d'État juif d'Israël, il y aura un État binational, judéo-palestinien. Évidemment, cher Daniel, vous n'êtes pas pour qu'on annexe des territoires sans donner des droits aux habitants. Et Sternel, pour revenir à lui, était extrêmement inquiet de cette année. Il ne voulait pas d'un État binational, il voulait d'un État juif et démocratique. Mais il n'a pas hésité, lui qui était rescapé, vous le disiez, de la Shoah et qui était très au fait du fascisme en Europe, il n'a pas hésité à comparer certains aspects de la droite israélienne à ce qui s'est passé avant la guerre en Allemagne. Non, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, oui, bien sûr. Mais en fait, que le vice-commandant en chef de l'armée israélienne, de Tzahal, Yair Golan, quand il était en poste, aujourd'hui député, avait fait comme général israélien la même comparaison. Oui. Il ne s'agit pas, pour les gens qui font cette comparaison, de dire que c'est la même chose. Mais ils voient certains signes dans l'évolution politique interne d'Israël qui leur paraissent très inquiétants, surtout à l'aune de l'histoire du fascisme dans d'autres pays. Et ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais pourquoi toujours comparer comparer avec l'Allemagne nazie, avec les idéologies les plus extrêmes? Comment peut-on, quand on est rescapé de la Shoah, comment peut-on faire ce genre de comparaison? Mais parce que, tout simplement, comme l'un des plus grands historiens et connaisseurs du fascisme,
il voyait dans le fascisme un certain nombre de choses comme l'appel à la violence, comme Ragbibi, c'est-à-dire le culte de la personnalité du chef et d'autres choses. Il ne s'agissait pas pour lui de dire c'est la même chose, mais il voyait des éléments dans la société israélienne d'aujourd'hui qui étaient des éléments de fascisme. N'oublions pas qu'il a été lui-même victime d'un attentat chez lui. Des gens ont mis une bombe. Où est-ce qu'on mettait des bombes? Où est-ce qu'on utilisait la violence? Dans des régimes fascistes. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais on a le droit de dire ce qu'on veut. Moi, je ne critique pas les gens de droite qui disent « Regardez, c'est des antisionistes, des post-sionistes. » Je pense qu'ils n'ont pas raison. Mais on ne va pas censurer la parole quand des gens éprouvent quelque chose. Ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et Sternel était très ouvert quant à ce qu'il pensait. Il n'était pas le seul. Avant lui, il y a eu Yeshayahu Leibovitz, le grand philosophe, qui n'a pas dit des choses très différentes de Sternel. Et c'était son droit. Il a beaucoup manqué à cette critique de gauche. Il n'a plus vraiment, à part Sternel, d'autres héros en Israël. Il n'y a personne, disons, de cette stature. Alors, après avoir parlé de votre ami Zeev Sternel, je voudrais avoir votre avis justement sur cette question dont on a parlé, que vous avez mentionné, sur le problème de l'annexion. Quelle est votre position? Je suppose qu'elle ne doit pas être trop éloignée de celle de Zeev Sternel. Non, c'est-à-dire que, premièrement, en ce qui me concerne, et on pourra vérifier mon diagnostic, je ne pense pas que cette annexion aura lieu, principalement parce que les États-Unis, qui avaient donné le feu vert à M. Netanyahou, aujourd'hui sont un peu en retrait de ce soutien. Ils ont commencé à réaliser ce qui se passerait, notamment avec les pays arabes modérés, avec lesquels nous avons essayé depuis longtemps de développer des relations, les États du Golfe, l'Arabie saoudite, l'Égypte, etc. Et les États-Unis se sont rendus compte que ça ne va pas du tout et que ça risque de créer des tensions extrêmes au Moyen-Orient. Prenons l'exemple de l'accord de paix que nous avons avec la Jordanie et qui nous permet quand même d'être tranquille du côté du front Est. Eh bien, si on annexe la vallée du Jourdain, les relations avec le roi de Jordanie vont devenir extrêmement tendues, voire retour sur une sorte d'annulation de cet accord de paix. Ce que beaucoup de gens diraient en Israël, ni de gauche, ni de droite, c'est que il y a une situation actuelle qui est relativement acceptable, qui est calme, disons, c'est calme. Pourquoi est-ce que vous voulez, par une déclaration, voilà, maintenant nous annexons, créer, regardez, je vous donne un exemple. On va avoir des problèmes avec les Européens. L'Europe, l'Union européenne, est le principal partenaire commercial d'Israël. Il leur suffit, par exemple, de décider de suspendre l'accord de libre-échange avec Israël. Je ne sais pas s'ils le feront, mais nous sommes actuellement en Israël dans une terrible crise économique due au corona. Il y a 1 million de gens qui n'ont plus de travail. Imaginez encore que nous soyons frappés par des sanctions commerciales, justement maintenant, avec des faillites d'entreprises et des gens licenciés. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Même si j'étais partisan de l'annexion, je dirais, vous savez quoi? Dans les circonstances actuelles, reportons ça un peu plus tard. Mais par exemple, aujourd'hui, l'annexion, il y a plusieurs versions. On a le sentiment aussi qu'aujourd'hui, justement, face à, on va dire, le coup de frein des Américains, Netanyahou pourrait se contenter d'une annexion, on va dire, à modèle réduit, avec uniquement l'annexion des implantations juives. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que celle-ci peut s'inscrire, on va dire, dans un cas de figure, surtout lorsqu'il s'agit d'annexer, par exemple, ou d'imposer la souveraineté israélienne sur les blocs d'implantation dans le Gush Etzion, à Ariel, ou également à Ma'ale Adumim, qui sont des régions qui, de toutes les manières, dans tous les cas de figure, devraient rester sous contrôle israélien.
Oui, mais moi, je vous rendrai la question. Pourquoi avez-vous besoin de le faire maintenant? Pourquoi avez-vous maintenant, et je parle exactement de la situation économique d'Israël, avec des masses de gens qui ont perdu leur travail et qui n'en retrouvent pas, pourquoi est-ce que maintenant c'est indispensable? Si vous me disiez, dans un an, par exemple, quand l'économie aura retrouvé ses couleurs, etc., et qu'on ne risquera pas d'avoir des mesures de rétorsion, faisons ceci ou cela, annexons les blocs de la plantation, on en discuterait. Mais là, maintenant, faire ça, là, le 1er juillet, il faut être fou. Il faut être fou idéologiquement pour le faire, vraiment. Eh bien, professeur Ilan Grelsamer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé de votre ami le professeur Zeev Sternel et de nous avoir... peut-être de vous avoir un peu convaincu, mon cher Daniel. Mais moi, vous savez, j'écoute avec beaucoup d'attention toujours vos interventions et j'en tire toujours une leçon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Shalom.